Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Simon et voici un nouvel épisode de À chacun son rôle, un podcast où nous invitons une personne à lire et discuter d'un jeu de rôle avec nous. Aujourd'hui, mon cohorte Maxime et moi accueillons Alex pour parler de Wicked Ones. Pour se mettre en contexte, Wicked Ones est un jeu Forge in the Dark écrit par Ben Nielsen et Victor Costa, édité par Bandit Camp. Il est sorti en 2020. Le jeu tourne autour d'un donjon qui sont peuplés par les monstres incarnés par les personnages euh, qui ont des laquais, des monstres, des pièges et surtout un plan machiavélique qu'ils vont tenter d'atteindre au courant de la partie. Allons maintenant rejoindre les autres pour la discussion. Bonne session! Bonjour Alex, bienvenue au podcast. Comme tu le sais, à chaque début à chaque fois qu'on rencontre un nouvel invité, on lui pose deux questions. Plus précisément, comment as-tu commencé à jouer à des jeux de rôle? Puis quel est tes jeux du moment ou ton jeu du moment? En fait, j'ai commencé assez jeune. Je suis tombé là-dessus par accident à la bibliothèque municipale parce que je regardais la section des livres dont vous êtes le héros. J'avais trouvé ça très, très cool et je voulais voir plus. Et je suis tombé sur des manuels de Donjons Dragons deuxième édition, plus spécifiquement sur ceux de Ravenloft. Pour ceux qui connaissent la série, ils vont savoir que c'est assez intense pour un petit gars de 7 ans, de tomber sur le setting d'horreur de Donjon Dragon. Mais j'ai lu ça, j'ai dévoré ça, je comprenais pas où est-ce qu'il fallait que je tourne la page. Mais je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai continué à regarder et j'ai été maître de jeu pour la première fois à 11 ans. J'ai continué depuis. J'ai joué à plusieurs jeux différents. Ces temps-ci, je suis maître de jeu pour Pathfinder première édition. Et c'est principalement à ça que je joue. J'ai quelques autres parties à gauche, à droite qui sont très occasionnelles. Surtout du Pathfinder 1 et 2 et du Donjon Dragon 5e édition. Mais je travaille en ce moment sur mon propre système de jeu pour avoir quelque chose de un peu moins lourd et qui cadre mieux avec mon style de jeu, qui est moins centré sur l'exploration, les donjons, et plus centré sur l'intrigue et les risques encourus par les aventures. Intéressant. Va falloir t'inviter pour que tu nous parles un peu plus en profondeur de ton jeu lorsque j'imagine il va être un peu plus près. Ouais, absolument. Donc, Alex, aujourd'hui on va parler de Wicked Ones. Pourrais-tu nous parler un peu plus de à quoi s'attendre avec ce jeu-là? En fait, ce jeu-là, c'est des méchants. Plus spécifiquement, ça tend vers des monstres qui construisent et habitent un donjon. C'est autant basé, le donjon lui-même est quasiment un personnage. Et c'est à propos de la survie et de la contradiction envers les méchants avec les gentils. Et c'est surtout vu de leur perspective. C'est voulu comme étant de jouer les méchants classiques. L'univers de base est du médiéval fantastique, avec plein de sortes de créatures maléfiques, autant d'un côté comme de l'autre. Et cependant, ça peut être adapté à plusieurs autres, mais ce qui est là par défaut, c'est du médiéval fantastique. Ce qui est toujours au cœur du jeu, en fait, c'est le donjon et l'interaction entre les méchants monstres. Ouais, dans le fond, si j'ai bien compris, on joue les maîtres de ce donjon-là, puis on joue aussi leurs serviteurs. Oui, absolument. C'est tiré d'inspiration de certains jeux comme Dungeon Keepers qui peut rappeler à d'autres personnes. C'est fait pour rappeler le jeu de gestion un peu et tout ce qui a à construire un point fort et de le défendre contre les envahisseurs. Sauf que cette fois-ci, les envahisseurs, c'est les gentils et nous, on l'est pas. Puis pour réussir à accomplir cet exploit de défendre nos donjons contre les méchants, ou plutôt cette fois-ci, les gentils aventuriers,
on va utiliser une mécanique de jeu qui a été créée par John Harper pour le jeu Blades in the Dark. Donc, c'est un Forge in the Dark, d'où le nom. La mécanique de jeu est assez simple à la base. Chaque joueur a des actions, des scores dans une action. Et quand il veut accomplir cette action-là, par exemple pour Tinker ou pour smasher un ennemi, on va avoir un score de, par exemple, de 1 à 3. Donc, si j'ai 2, je vais rouler 2 dés. 2 des 6 pour être précis. On va prendre le meilleur dé de ce qui a été roulé. Par exemple, si on roule un 4 et un 5, on va prendre un 5. Sur un score de 1 à 3, c'est un échec ou du moins il y a des conséquences à notre action. Sur un score de 4 à 5, on va avoir des conséquences, mais une réussite tout de même. À 6, c'est une réussite sans conséquences. Puis si on roule plus qu'un 6, ça va être un résultat critique. Donc, il va avoir un meilleur effet ou il va avoir des avantages insoupçonnés. Pour accomplir une action, le maître du jeu va indiquer, en fait, le joueur va indiquer au maître du jeu c'est quoi son intérêt ou son objectif, puis de quelle manière il veut l'accomplir. Donc, si par exemple, il décide de smasher un ennemi, je dis smash parce que c'est un des exemples d'action, le maître du jeu va lui indiquer d'abord dans quelle position il est. Est-ce qu'il est à la position de départ ou la position assumée pour tout le monde, donc certainement risqué, mais pas trop dangereuse, ou est-il en une position dominante, dangereuse ou mortelle? Donc, ça va affecter, dans le fond, le résultat ou les risques que peut encourir le personnage dans l'action qu'il va faire. Donc, si par exemple, il est entouré d'ennemis et doit les combattre, c'est clairement une position plus risquée ou même mortelle, dépendamment de quel type d'ennemi on parle. En plus de définir dans quelle position le personnage est, le maître du jeu va aussi définir, selon l'action qui est entreprise et les outils qui sont utilisés, quel pourrait être l'effet de cette action-là. Donc, si par exemple, j'essaie de crocheter une porte avec un gourdin, il se peut que mon effet soit mineur ou même de 0. Mais si j'utilise les bons outils ou si c'est quelque chose de routinier et facile, je pourrais être dans une position forte ou normale. Donc, après avoir bien identifié entre le joueur et le maître du jeu quelle pourrait être la position et l'effet du jeu, on va rouler, comprendre c'est quoi les résultats, puis il va y avoir une conversation qui va s'entamer. Donc, les résultats vont entraîner peut-être des résistances à une certaine conséquence, ou ils pourraient entraîner justement de nouvelles circonstances. Une des particularités des Forge in the Dark, c'est qu'il va y avoir des conséquences qui pourraient être résistées. Le jeu amène l'option de toujours résister à ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence, d'être repéré par exemple, ou littéralement d'être blessé, attaqué. N'importe quoi peut être considéré comme une conséquence de son jet. De perdre son arme, de ne pas avoir une bonne position de combat, ainsi de suite. Donc c'est tout le temps des éléments qui peuvent être résistés par le personnage le personnage ou encaisser parce que résister n'est pas gratuit. Ça pourrait coûter du stress. Donc, il y a toute cette mécanique-là. Il y a plusieurs autres mécaniques qui vont vraiment venir se rajouter à ça. Jet d'engagement pour des scores. Les maîtres du jeu sont souvent aussi encouragés à utiliser ce qu'on appelle des horloges comme mécanique, pas nécessairement de résolution, mais de mesure de la réussite ou de l'avancement par rapport à un projet ou une circonstance. Si par exemple, on a un ennemi, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle des points de vie ou quoi que ce soit, mais il pourrait avoir une cloque ou une horloge qui va définir sa position, sa volonté de combattre ou ainsi de suite. Par exemple, il pourrait avoir 8 sections à remplir pour infiltrer une église d'un dieu bon, quoi que ce soit, et de trouver le trésor qui se cache au fin fond de ça. Donc, il peut y avoir plusieurs manières de résoudre cette problématique-là ou cette horloge-là. Chaque type de jet, donc on pourrait avoir un premier jet qui est de retrouver son chemin, un deuxième jet qui est d'affronter les gardes, un troisième jet de crocheter les serrures pour finalement se rendre jusqu'au trésor, va être résolu au sein de cette cloque-là. Ça peut être utilisé vraiment à plusieurs sauces. Donc, on va avoir des projets. Par exemple, le personnage a un projet personnel de vouloir se créer une nouvelle arme ou un nouvel item. Ou, par exemple, il veut se faire de nouveaux amis avec la tribu de gobelins qui est un peu à l'extérieur de leur donjon.
pour commencer à jouer à Wicked Ones, il faut se créer un personnage. Chaque personnage est composé, comme je mentionnais un peu plus tôt, d'actions. Donc, ces actions-là sont prédéfinies sur les fiches de personnage. Ils peuvent, par exemple, être de scanner son environnement, de jouer des tours, tricker quelqu'un, de smasher quelqu'un, invoquer la puissance des dieux, ainsi de suite. On va établir un certain score diversifié là-dedans. On va choisir ce qu'on appelle un playbook, donc une forme, on pourrait appeler ça une classe dans certains autres jeux, ce qui va définir un peu quel genre de personnage on est. Donc, il peut y avoir des brutes, fabricants, des chasseurs, un peu de tout ce genre de personnages-là, qui va aussi nous donner un accès à certaines habiletés spéciales. Les habiletés spéciales seront des choses qui vont nous donner des autorités narratives, donc par exemple de pouvoir lancer des sorts, de pouvoir parler la langue des hommes, mais aussi vont nous donner des avantages très mécaniques, donc par exemple un plus un dé sur faire tel type d'action. Les personnages vont aussi être invités, entre autres, à définir quels sont leurs amis, leurs alliés qu'ils connaissent en ce moment, quelles sont les impulsions qu'ont leurs personnages. Donc, quand ce personnage tombe dans ses pires bassesses, quelle est la première chose qui lui vient en tête et comment est-ce qu'il récupère du stress ou comment il récupère, dans le fond, après une grosse journée stressante. Est-ce que ça va être par la violence, par l'adoration, par jouer au dé, boire? Donc, tout ça va composer un petit peu le personnage. On va identifier, entre autres, son équipement. Puis, ça fait pas mal le tour, mais ce qui va être aussi important, c'est qu'il va y avoir une création du groupe, ou plutôt du donjon du groupe. On va passer par un processus qui est similaire, mais évidemment fait par le groupe. On va identifier quel type de donjon on fait. On va avoir par exemple une forge, un temple. Encore une fois, on va définir à quoi ressemble-t-il, c'est quoi les servants qu'il y a à l'intérieur, les types de créatures, ce genre de choses-là, mais aussi des avantages très mécaniques. Encore une fois, des habilités spéciales qui vont s'appliquer à tous les maîtres du donjon. Ce donjon-là va jouer vraiment pratiquement le rôle central de la partie. C'est vraiment ça qui devient le plus important et pratiquement le personnage principal. Parce que si par exemple un personnage devait mourir, ce serait pas très grave. Si le donjon devrait disparaître, là ça devient vraiment comme beaucoup plus dramatique, beaucoup plus important et un tournant beaucoup plus fort dans l'histoire. D'ailleurs, Simon, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la mécanique, ou pas la mécanique, mais la structure du jeu, qui est quand même assez particulière dans ce jeu-là? Donc, tel que mentionné, le jeu prend en compte plusieurs grandes parties. Le donjon, le plan maître des joueurs, l'environnement dans lequel qui vont émerger, qui est appelé dans le jeu le sandbox, donc bac de sable, là, qui va être constitué des visages avoisinants, des tribus de monstres avoisinantes, etc. L'interaction entre toutes ces parties-là se fait par une structure assez spécifique du jeu, en 4 parties. La première étant le lurking, la partie où les personnages, les monstres restent tapis à l'intérieur de leur donjon. C'est à ce moment-là qu'ils vont compter leurs trésors, indulger dans leur vice, faire de la maintenance, construire des pièges, faire des rituels, torturer des prisonniers, toutes des choses que les monstres méchants font. C'est aussi une bonne occasion un peu plus libre de faire des scènes entre les joueurs ou entre des personnages non joueurs. Ensuite, il y a la phase de calamité. C'est cette phase, la phase qui existe pour rappeler que maintenir un donjon avec des créatures méchantes, c'est pas toujours facile. Donc, le maître de jeu va rouler sur des tables pour voir quel problème qui peut sortir. Est-ce que des monstres se battent ensemble? Peut-être qu'on a un monstre une araignée géante gardienne qui a finalement mangé les gobelins qui nous servent ou toutes sortes de choses comme ça. Oui, si les personnages vont attirer assez l'attention vont des gens vont à l'extérieur dans le sandbox. Il peut y avoir des aventuriers qui vont rentrer dans le donjon. Alors, à ce moment-là, il y a comme une espèce de petit jeu où c'est que les aventuriers vont se promener dans le donjon, essayer de tomber dans leur piège, etc., jusqu'à la confrontation finale, où c'est que là, c'est les joueurs qui vont jouer le boss final. Finalement, moi, après, il y a la phase de raid. Donc, c'est la phase où les personnages vont sortir du donjon pour accomplir leur but. Voler une caravane de marchands, corrompre un temple, vont aller kidnapper des villageois importants, peu importe. Les joueurs vont décider de quelque chose qu'ils veulent faire pour avancer leur plan maître et sortir dans la nature pour
essayer de l'accomplir. Finalement, bon, le blowback ou en fait les conséquences de tout ce qui s'est passé, quand les joueurs agissent dans le monde réagit. Le sandbox, le bac à sable est divisé en factions. Les factions ont voient les monstres d'un œil ou d'un autre, donc les actions peuvent shifter, les factions peuvent agir contre les monstres, peut-être construire des points de contrôle à des endroits qu'il n'y en avait pas avant, ou armer la milice d'un village qui est constamment attaqué, etc. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de Wicked Ones? Ben, personnellement, j'y ai pas réellement joué. Je l'ai lu de bord en bord. J'ai créé quelques personnages et un donjon. Fait la partie de création de personnages de mon côté pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. J'ai pu voir que les mécaniques de création, du moins, c'était assez simple, c'était assez direct. Je me suis pas vraiment perdu. Le seul endroit où est-ce que je me suis un petit peu mis les pieds dans les plats, c'est pour dessiner le donjon, où est-ce que mes capacités artistiques m'ont fait défaut. Je suis familier, j'ai déjà presque joué à plusieurs Forge in the Dark, mais j'ai jamais réellement eu l'occasion. À chaque fois, c'est la malédiction du rôliste où la partie s'écroule avant même d'avoir pu commencer. Mais c'est ces mécaniques-là qui mettent en avance la fiction pour tenter de les rattacher après ça avec un ensemble de règles qui est assez solide. C'est pas un jeu que je qualifierais de léger dans ses règles, mais c'est définitivement le but que les règles passent au second plan plutôt que d'être la vedette. Selon l'intention, parce que de mon impression, comment j'ai vu ça, ça semble être le but est que ça donne des scènes qui ont le bon visuel, qui ont le bon sentiment. Et les mécaniques sont censées être là pour supporter ça et sont censés s'effacer, même si je suis pas certain qu'avec certaines, ça permette une aussi bonne abstraction que ça semble vouloir le faire. Je pense entre autres aux abstractions des petites récompenses qui sont données pour un roleplay qui permettent de faire d'avoir certains bonus temporairement parce que ton personnage s'est bien défoulé dans la scène d'avant. Maintenant, il y a un peu plus de puissance dans son cœur noir pour se forcer un peu plus sur une action en particulier. Les mécaniques marché noir, pacte avec le diable, en fait, figurativement, où on peut demander d'avoir une meilleure efficacité pour des conséquences encore plus désastreuses. C'est des choses qui se prêtent bien à la saveur, mais que j'ai l'impression qu'ils viennent ramener les règles plus en avant pour quelque chose qui semble se vouloir d'avoir la fiction en premier. Les règles me semblent être souvent ramenées au premier plan. Concrètement, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu as envie de jouer à ce jeu-là ou Oui, absolument. Je serais curieux de voir ça en action, surtout de le vivre en action. Je crois que ça peut bien répondre à la thématique. Surtout que ben, c'est un peu impossible d'avoir un aspect de gestion, comme là, la gestion du donjon, sans avoir des mécaniques assez solides pour gérer ça. Fait que je comprends le dilemme auquel ils ont fait face, mais je suis pas certain exactement de où le jeu, que le jeu ait atteint le positionnement qu'il recherchait à avoir vis-à-vis de l'interaction entre la fiction et les règles. Par contre, je dois dire que lire le livre te met, en tout cas moi, m'a mis bien dans le sentiment avec les images un peu caricaturées, un peu cartoon toujours. C'est voulu que c'est des méchants. C'est pas un jeu dans les teintes de gris, c'est noir et noir et noir et blanc. Les zones de gris ne sont pas là pour ce jeu, c'est juste tout le monde est plus méchant que les uns que les autres. Sauf si c'est les gentils, dans ce cas-là, on les aime pas. Mais c'est ça, le livre en tant que tel, aller avoir les illustrations, avoir les exemples de jeux qui ont pour moi éclairci certains points des règles. Ça me donne envie de jouer, ça me donne l'impression que au moins le thème visé est bien là tout au long du livre. Excellent. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en dis?
D'abord, j'ai déjà joué à Wicked Ones. C'était pas tout à fait les règles finales. On avait joué un peu avant que les règles finales sortent, donc il y a eu quelques changements, mais l'esprit du jeu est quand même resté et pratiquement une bonne partie est restée les mêmes. J'ai évidemment lu le jeu aussi. Et je dois vous avouer qu'en général, les Forge in the Dark, j'ai un faible pour ce type de jeu-là en ce moment. C'est une des mécaniques de jeu que j'adore. J'ai un petit faible pour les jeux qui sont un petit peu, qui sont très mécaniques dans leur gestion, mais qui poussent l'aspect narratif, comme tu l'as mentionné, Alex. De mon expérience de jeu, c'est un jeu qui a beaucoup de mécaniques. Je dirais pas que c'est nécessairement facile d'approche pour beaucoup de monde. Il n'y a pas n'importe qui va apprécier tout le lot de mécaniques, les différentes pièces qui composent ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup d'éléments qui vont se superposer. Donc, ah là, on est dans telle circonstance, donc on va aller chercher telle règle. On est dans telle autre circonstance, on va aller chercher telle autre règle. Pas toujours facile de s'y retrouver, mais quelqu'un qui a un intérêt, au moins un petit intérêt pour ce genre de mécanique-là, va, à mon avis, y trouver vraiment de son compte. Au niveau de la thématique, je pense que n'importe qui a déjà, ou beaucoup de monde ont déjà essayer de se faire une partie de méchant dans un jeu qui n'était pas nécessairement fait pour ça, ou qui n'aidait pas nécessairement à faire ce genre de rôle-là. Et définitivement, ben, ce jeu-là est fait pour ça. Il y a vraiment, il y a des raisons pourquoi les personnages vont travailler ensemble. L'univers de jeu est, on l'a mentionné, un peu caricatural, un peu cartoony, mais le livre pousse quand même une certaine forme de respect de la thématique puis du rôle. Donc, j'ai bien aimé ça, puis honnêtement, j'adore cette thématique-là. J'ai bien hâte de pouvoir vraiment la tester plus en profondeur. Au niveau du livre lui-même, le livre est honnêtement très bien structuré. Les images sont bien faites, c'est facile à lire, c'est facile de le comprendre. C'est sûr que je pars d'une certaine expérience avec les jeux de cette mécanique-là, donc j'ai mes attentes, puis j'ai déjà une idée à quoi m'en tenir, mais je pense qu'il est bien fait. Donc, il est bien structuré. On a vraiment. Chacun des chapitres suit une forme de logique, puis on a vraiment une évolution au travers du livre. Pour moi, c'est vraiment un livre très réussi. Une adaptation d'un système que j'adore, puis j'ai pas du tout à reprocher à celle-là d'avoir détruit quoi que ce soit de cet univers-là, de cette mécanique-là plutôt. Donc, je suis vraiment très content d'avoir acheté le livre, puis de pouvoir l'essayer éventuellement, peut-être plus à long terme. C'est sûr que c'est un jeu, déjà, a priori, qui est fait pour pas nécessairement des campagnes hyper longues, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on se tanne de ce rôle de méchant-là, mais ça se joue pas juste en une partie. On parle de peut-être une dizaine de parties pour vraiment l'apprécier, là, à mon avis. Et toi, Simon, comment est-ce que tu as apprécié le jeu? Donc, pour ma part, j'avais joué seulement une fois, justement avec toi, Maxime. J'ai joué vraiment à froid. J'avais absolument rien lu du monde du livre avant de m'y lancer. Et après ça, j'ai relu le livre non, pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis aussi un très grand fan de Forge in the Dark. D'ailleurs, je crois que dans les 3 premiers épisodes, j'ai dû mentionner à chaque fois au moins Bands of Blades, qui est mon jeu préféré, du moins au moment qu'on enregistre, qui est aussi un Forge in the Dark. Niveau de la mécanique, j'ai aimé quelques changements par rapport aux autres, notamment les attributs qui sont comme les regroupements des actions. Dans la plupart des autres Forge in the Dark, les attributs sont utilisés pour résister, alors que cela est utilisé pour faire la vie des personnages quand ils sont blessés et ils se retrouvent à avoir un dé de pénalité avec un certain attribut, donc un certain groupe d'habilités. Fait que j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport à mon expérience que j'avais. La gestion du donjon, je la trouve intéressante. J'aimerais la réessayer dans sa phase finale, mais d'avoir littéralement
dessiner les corridors, établir des pièges, établir mon tour de petites choses. Ça fait comme une espèce de mini-jeu, de mini-game à l'intérieur à l'intérieur de ce grand jeu-là que je trouve assez appréciable. Puis là, en plus, au bout de ça, justement, ça donne une espèce de gros boss fight. C'est les joueurs qui font les méchants. Pas juste les méchants, parce que les joueurs jouent juste des méchants dedans, mais ça permet vraiment de se mettre sur un piédestal puis d'être hot, alors qu'il y a des aventuriers qui ont passé au travers du donjon avant. Bon, déjà probablement blessés puis secoués par ce qui s'est passé. Ça fait comme une belle scène que je trouve intéressante. Je suis totalement d'accord avec Maxime. C'est un des livres les mieux structurés que j'ai vus. Même pas juste au niveau de Forge in the Dark, c'est juste un excellent livre de jeu de rôle. Et le visuel, cartoony, mais un petit cartoon sombre, qui était intéressant, qui met bien dans l'ambiance quand on lit le livre. Pour la discussion principale, je pense que ce Wicked Ones est le jeu parfait pour parler d'un projet que presque toutes les tables de jeux de rôle ont un moment donné, c'est de faire une game, une partie où c'est que les joueurs sont des méchants. Une game evil. Fait que je vais commencer par vous poser une question. C'est quoi vos expériences de Game Evil et comment que ça l'a mal été? J'en ai eu une couple, quelques-unes, où est-ce qu'on a parti une partie de méchants qui avait pas nécessairement de but au début, juste qu'on voulait jouer des méchants, puis ainsi de suite. Par contre, j'ai eu quelques histoires de succès aussi, mais la plupart, malheureusement, ça s'est fini assez rapidement ou disons que c'était pas nécessairement les parties les plus plaisantes. Je pense que on peut faire des parties où est-ce qu'ils sont plus grises, puis ainsi de suite, mais quand on parle de parties méchantes, on a probablement une idée un peu plus une idée de ce que ça devrait être, puis ça finit jamais par être ça. Tout le monde veut aller dans une direction différente, on peut pas faire du tout confiance aux autres personnages parce qu'au final, on n'a pas du tout de but ou quoi que ce soit, puis on pense toujours que les méchants, c'est méchant pour être méchant, on dirait, dans certains cas. Puis au final, dans le fond, ça finit toujours tout croche. Il y en a un qui décide de trahir l'autre pense que ça avait pas de sens, puis ça avait pas d'intérêt de le faire à ce moment-là, puis finalement, ben, ça part dans toutes les directions, puis finit juste par changer de partie. Mais j'ai déjà eu une partie que ça avait été bien fait, parce que on avait établi dès le début que l'objectif, c'était pas nécessairement de jouer des méchants pour être méchants, mais bien on joue des méchants qui ont le même but et qui avaient juste une manière de résoudre les choses de manière méchante. Ça finit quand même qu'il y a quelqu'un qui a trahi l'autre, puis ça finit quand même comme ça. Mais je pense que c'était une des histoires de succès là, que j'ai pu avoir. Excellent. Alex? Moi, j'ai eu plusieurs parties de méchants. J'ai même déjà joué un personnage méchant dans un groupe gentil. Et étonnamment, dans cette partie-là, j'étais le facteur de cohésion du groupe. Parce que l'opposition dans ce groupe-là n'était pas sur le bien versus le mal, était surtout vers l'individualisme versus la collectivité. Moi, j'étais le magicien, le sorcier du groupe, et je voulais que les gars en armure en avant arrêtent de se taper dessus pour aller taper sur ceux-là qui voulaient me taper dessus. Fait que donc, j'étais le compas moral du groupe tout en étant absolument maléfique. Puis ça a été une expérience assez étrange, mais ça a bien marché. Sinon, j'ai déjà deux parties assez longues. C'était des parties de méchants. Les deux, je considère pas qu'ils se sont mal passés. Il y en a une qui est encore en cours ces temps-ci. En fait, c'est une aventure préfaite de Pathfinder qui s'appelle Way of the Wicked. Et c'était en fait mon facteur principal de comparaison avec Wicked Ones. Parce que justement, dans le livre 2 est pratiquement consacré en entièreté à
les joueurs arrivent dans un donjon abandonné, le nettoient et doivent rester là pendant plusieurs mois à le défendre contre les aventuriers. Fait que c'est de prendre les mécaniques de Pathfinder et de les appliquer à ça. Donc, c'est un système qui n'a pas été pensé à ça à 100%. Ils doivent rajouter plusieurs mécaniques par-dessus. Personnellement, je considère que Wicked Ones réussit mieux à faire ça. Parce que, ben, je veux dire, Pathfinder, c'est un système qui est très général. Et cette aventure-là réussit à éviter le gros problème de les méchants, c'est méchants envers eux-mêmes, en faisant que ben, c'est des serviteurs de l'enfer, donc ils ont tous un contrat infernal. Et s'il y en a un qui plante un coup dans le dos de l'autre, il y a les armées de l'enfer qui viennent le chercher pour l'amener subir sa punition éternelle. Fait qu'il n'y a personne qui a intérêt à trahir l'un l'autre, à moins de réussir à faire que l'autre l'aille trahi et que ce soit vraiment d'un niveau plus haut. Sinon, l'autre que j'ai fait, c'était dans mon univers personnel. J'utilise principalement un univers qui est persistant. Et cette fois-ci, les méchants ont décidé qu'ils voulaient commencer un pays. Donc, ils ont trouvé une île abandonnée, puis ils ont décidé qu'ils fondaient une ville là et qu'ils fondaient un empire. Et c'est vraiment l'aspect de justement gestion de cet endroit central que tout le monde obtient du pouvoir de par le pays que ça fait de la cohésion avec ça. Et surtout que il y avait tous des raisons très différentes les unes des autres de ne pas aimer les pays environnants, que ce soit parce qu'ils sont terriblement persécutés, parce qu'ils sont mal compris, parce que pour eux autres, lever des armées de morts-vivants, c'est la meilleure chose. Peu importe à quel point est-ce que ça peut faire du mal aux autres, mais c'est comme ça que eux autres aiment vivre leur vie. Donc, c'est les autres royaumes qui sont pas d'accord. Fait que tout le monde avait leur manière à eux autres de justifier qu'ils sont mieux ensemble et que donc la trahison n'a pas vraiment sa place. Il y a eu quelques trahisons, mais ça a été simplement, en fait, ça a été surtout dû à un changement de personnage. En fait, ça a causé un changement de personnage. Ou que c'est des personnages qui n'étaient pas conçus avec l'idée de établir un royaume, qui ont été remplacés par un personnage qui était plus adapté à la situation pour avoir une cohésion de groupe qui amène quelque chose. Fait que non, je crois pas avoir eu de mauvaises expériences de parties de méchants. Je suis peut-être une anomalie statistique, mais c'est mon expérience. Peut-être statistiquement, mais ce que vous m'avez conté va m'aider à montrer un peu mon point aussi que je m'en ai avec ces questions-là. Parce que oui, les parties maléfiques, les parties de méchants ont souvent tendance à partir n'importe comment, à partir un peu tout croche, mais il y a moyen de bien les faire, puis c'est là que vos histoires de succès, en fait, rentrent en compte. Le point commun dans ça, c'est que dans cette partie-là, il y avait un focus. Les joueurs avaient un but commun. Comme, malheureusement, dans une partie plus classique, c'est qu'on a une quête, on a quelque chose à accomplir ensemble. Le plus gros problème à faire une partie où c'est qu'on a des méchants, c'est de simplement renverser des rôles dans une histoire classique et laisser les joueurs faire leur plan comme qu'ils veulent. Parce que sans une espèce de cohésion avec leur but, avec ce qu'ils veulent faire, on se retrouve à donc si on a un groupe de 5, on se retrouve avec 5 histoires différentes qui sont vraiment pas bien ficelées. C'est pas tout le monde qui voit être méchant de la même façon. C'est pas que des fois les personnages vont réagir de façon pas cohérente juste parce qu'ils sont méchants. Souvent, quand on prend cet alignement-là, c'est qu'on se donne la permission de faire des choses qui sont normalement interdites. Et je pense que la plupart des groupes fait comme on fait une game de méchants. Souvent, c'est pour faire abstraction de ces restrictions-là qu'il y a dans une partie plus classique. En fait, je pense que justement, les parties de méchants, la plupart du temps, celles qui ne réussissent pas à aller là où ils veulent, dès la partie 1, sont vouées à l'échec. En fait, c'est pour avoir une partie de méchant qui réussit. Pour en parler avant de commencer. Il n'y a aucun groupe qui commence en disant on va faire une partie de gentil et c'est tout. Il y a toujours un but, il y a toujours quelque chose. Et ça reste valable, peu importe c'est quoi l'alignement, peu importe c'est quoi la moralité des personnages. Faut en parler au début, faut que
tout le monde soit d'accord de quel genre de partie on y va. C'est certain qu'il peut y avoir certaines exceptions, mais ça, c'est dans des groupes qui se connaissent depuis très longtemps. Si le maître de jeu veut faire une surprise aux joueurs et fait comme ah, ça va être un truc un peu jovial, un petit peu des tranches de vie et tout, et finalement, non, c'est une campagne d'horreur. Tu sais, mais ça demande que les joueurs aillent déjà démontrer un intérêt pour ça à l'avance et qu'ils soient juste surpris pour cette fois-ci. Mais vraiment, l'importance de parler entre joueurs, parler avec le maître de jeu est juste décuplé par ça. C'est pas parce qu'on joue des méchants que on doit être méchant l'un envers l'autre. Ça reste une activité de groupe, ça reste quelque chose qu'on fait entre personnes, qu'on veut idéalement rester en bon terme parce qu'un bon groupe, c'est le fun à avoir. De parler à l'avance de justement toute trahison, c'est quoi les buts, c'est quoi. Il y a certains groupes qui vont vouloir faire une partie qui est absolument PVP et c'est voulu d'avance que ça va exploser. Si c'est le but, parfait. Mais si c'est pas le but pour personne, ben il y a des gens qui vont avoir du plaisir au détriment du plaisir des autres, et c'est là que le problème commence. Exactement. Tu sais, il y a des parties, par exemple, comme les vampires qui sont pas nécessairement considérés comme méchants, là, parce que c'est pas super bien identifié. Puis des fois même que tu es puni si tu fais des actes trop morbides ou méchants, ou peu importe. Mais on peut quand même considérer que c'est des personnages méchants qui vont avoir souvent des buts qui ne sont pas les buts, le but commun de la société et qui vont généralement jouer un contre l'autre. Mais quand tu fais des parties comme ça, souvent tu assumes qu'il va y avoir de l'opposition entre les joueurs, qu'il va y avoir des trahisons, des attaques directes, puis ainsi de suite, un contre l'autre. Rapidement, là, moi, un élément que je remarque beaucoup au niveau des parties de méchants, c'est que plus jeune, les gens avaient probablement une vision très enfantine de qu'est-ce que ça voulait dire être un personnage d'alignement mauvais. Je suis un personnage d'alignement mauvais, il faut que je tue la veuve et l'orphelin et que je vole la sucette aux enfants. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais c'est pas mal ça. Je pense il y a moyen d'avoir une compréhension de c'est quoi une personne égoïste avec un alignement mauvais qui veut pas nécessairement tuer tout ce qui bouge puis tu sais, juste tout détruire. Tu sais, c'est pas du tout la même chose. Puis même des personnages d'alignement mauvais, leur but dans la vie, c'est pas tout détruire. Ou peut-être, là, mais ça, c'est plus des problèmes mentaux et des choses comme ça. Puis ça va être des personnages très caricaturés pour des ennemis dans un jeu. Mais un personnage complet avec des émotions, des intérêts, des buts, il y a quelque chose d'intéressant à monter avec ça, tu sais, de démontrer comment une personne égoïste voit la vie, puis ainsi de suite. Ce qui est souvent, c'est souvent ça qui va faire aussi la réussite d'une partie, c'est de dire mon personnage n'est pas seulement un alignement mauvais de vouloir tout détruire, puis de vouloir trahir pour trahir, puis ainsi de suite, puis avoir juste plus de pouvoir pour avoir plus de pouvoir. Mais il y a un but à ça. Il veut réanimer son cousin mort qu'il aimait beaucoup, puis l'autre, il veut peut-être dormir en paix, mais c'est pas ça que je veux, mais tu sais, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, à mon avis, ça qui va donner un intérêt plus à ce personnage-là, c'est d'y donner des buts, c'est d'y donner probablement des méthodes mauvaises, des buts qui sont plus égoïstes, mais d'y donner des buts réalistes et intéressants. Juste revenir un peu sur quelque chose qu'Alex a dit, puis ça, je pense qu'on ne pourra jamais assez le dire. S'entendre au début d'une partie d'une campagne, au concept et à qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la campagne. C'est la chose, selon moi, la plus importante de n'importe quelle partie de monde de jeu de rôle. J'entends souvent que la règle numéro 1 ou la règle numéro 0 des jeux de rôle, c'est le DM a toujours raison. Je suis absolument pas d'accord avec ça. La règle numéro 1, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit sur la même page quand on fait une partie. Et pour amener ça à Wicked Ones, je trouve que le jeu va aller remplir justement ce rôle-là en mettant au centre de la partie le donjon plutôt que les joueurs.
le donjon avec son type et le plan qu'il a à faire, que les joueurs en fait veulent faire, c'est ça le personnage principal, c'est ça autour que l'histoire tourne. Quand que Maxime a expliqué les positions, il parlait de position mortelle, qui est quelque chose de quand même assez rare euh, dans les Fortune in the Dark, d'aller au point où c'est que, ok, si tu manques ce jet-là, tu meurs. Ou du moins, ça peut arriver, mais c'est pas aussi explicite dans les règles. Ouais, est-ce que tu veux que je te rappelle ton jeu Oui, favori? Basil Blade, oui. Écoute, c'est un autre dans lequel il y a ça, pour des raisons complètement différentes, en fait. Mais, fait que là, je vais parler des raisons-ci en ce moment, qui est que c'est pas le monstre que le joueur joue en ce moment qui est réellement important. C'est le donjon, c'est le but commun de tout le groupe. Et c'est le focus, selon moi, pas parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait, mais c'est un excellent focus pour le groupe, pour faire une belle partie. Evil. Ouais, puis en même temps, le jeu nous le rappelle aussi de d'autres manières, dans le sens que on joue oui, un personnage principal qui est comme le maître du donjon, ou un des maîtres du donjon, mais il y a aussi des phases où est-ce qu'on va jouer les minions, les serviteurs de ce maître-là. Donc si moi j'étais un chaman orc, ben ça se peut que pendant que les aventuriers attaquent le donjon, que je joue le groupe de 5 orques qui vénèrent le dieu du chaman, puis ainsi de suite. On vient vraiment essayer de démontrer plusieurs aspects du donjon, plusieurs aspects de ça. Puis vraiment, il y a une mécanique centrale qui est toute centrée autour de la collaboration entre les joueurs, malgré que c'est des mauvais. Justement, en fait, l'art du jeu et tout ce qui est présenté vient résoudre l'un des gros problèmes des parties mauvaises. Et c'est d'établir exactement c'est quelle saveur de mal qu'on incarne. Comme je l'ai dit plus tôt, dans Wicked Ones, c'est noir et noir et noir et blanc. Donc, les intrigues et les teintes de gris, et est-ce qu'on est vraiment les méchants? Est-ce que c'est pas eux les méchants? Cette question-là, elle se pose pas. En commençant avec le jeu, tout le monde devrait être sur la même page ou au moins au même chapitre. Ouais, puis je rajouterais quelque chose d'intéressant aussi par rapport à ce jeu-là. C'est que non seulement il te donne les outils pour jouer des mauvais, mais il te donne aussi les outils pour régler des situations avec tes comparses mauvais. Il y a une mécanique pour on a une engueulade, on n'est pas d'accord sur quelque chose, tu as des principes différents que moi. Il va y avoir quelque chose qui va nous permettre de prendre une décision qui sera pas nécessairement celle que tous les personnages vont être d'accord, mais ça arrive quand même à une certaine forme de consensus. Ça rajoute vraiment une mécanique dans le jeu qui est intéressante parce que non seul ça va pas pousser nécessairement tout le monde à finir en disant ah ben je le backstab puis je vais le tuer parce que je l'aime pas, tu sais. Je pense que ça vient rajouter justement cette mécanique-là de résolution des conflits qui vont résulter probablement par le fait qu'on est mauvais puis qu'on n'est pas toujours sur la même page, là. Puis qu'on est peut-être prêt à aller un peu plus loin que deux aventuriers bons qui ne s'entendent pas à comment splitter un trésor. Mais bon. Parlant de mécanique, Alex, tu veux nous parler de la définition Est-ce que j'ai bien compris ça? Définition du jeu narratif versus du jeu plus. Oui, narrative versus gamist, dans le fond, c'est. On a tous un background différent en arrivant dans un jeu de rôle. C'est sûr que c'est vous qui avez beaucoup d'expérience avec les Forged in the Dark. Moi qui ai surtout joué à des jeux qui sont. euh, je dirais qui mettent les statistiques avant la fiction, en fait, très souvent. Et que c'est comme la fiction est comme une couche de peinture qui a été mise par après. C'est assez dur de. Si on veut parler d'un jeu très rapidement, ça veut dire mettons, hey, je commence une partie de Wicked Ones. C'est un jeu qui est. Et là, tu as comme deux phrases pour attirer l'attention de la personne. Tu sais, tu peux commencer à lui dire ok, c'est un jeu où est-ce qu'on joue des méchants qui contrôlent un donjon et qui essayent de faire leur place et de grossir leur donjon pour accomplir leur plan maléfique. Mais après ça, tu as toujours la question de OK, mais ça a l'air de quoi comme système? Et là, la question est toujours
comment est-ce que tu amènes ça, comment tu peux donner cette information-là sans dire ah ben c'est comme tel autre jeu, mais parce que ça demande toujours une culture des jeux qui est immense, parce qu'on s'entend que des jeux de rôle, il y en a énormément. On... Et non, non, pas du C'est tout. pas du tout le concept du podcast. Vous manquez clairement pas de sujet avec ça, là, c'est certain. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est pour essayer de dire qu'est-ce que ce jeu-là est. On essaie souvent de dire ah, mais c'est un narratif, ah, c'est plus de la simulation, ah, c'est plus gamiste. Ben, ces termes-là sont aussi eux-mêmes très sujets à c'est quoi l'expérience personnelle de la personne. Parce que je veux dire, moi, de mon point de vue, je considère que Wicked Ones est assez narratif parce que justement, la narration est mise en avant. S'il y a un conflit, il y a toujours une mécanique pour expliquer c'est quoi. Et il y a aussi la mécanique pour amener la narration, mais c'est tout en fait dans le but d'amener la narration. Si je compare ça à un Pathfinder, le rappel vers la narration est comme à peu près pas là. Tu peux parfaitement jouer à Pathfinder sans faire aucun roleplay si tu fais juste un porte-monstre trésor. C'est parfaitement faisable. Mais je crois pas que tu puisses vraiment jouer à Wicked Ones sans faire appel à aucune narration. J'assume que vos opinions sont pas tout à fait la même. Plus ou moins, je suis quand même assez d'accord avec qu'est-ce que tu viens de dire. D'ailleurs, avant que je commence à faire des jeux plus narratifs, en général, même dans une campagne qui durait comme 2 3 ans, il y avait tout le temps une partie où c'est que les joueurs disaient Hey, c'était vraiment fun celle-là. Puis en général, c'est la partie qui avait le moins de jets dedans. Une partie aussi que je me souviens qu'il y avait eu zéro jet, c'était juste de la préparation, d'aller parler à des gens, former des alliances, des choses comme ça. J'avais absolument fait aucun jet là-dedans et c'était leur partie préférée de toute la campagne. Le background de lequel on vient a définitivement un gros impact. Je me souviens de ma transition vers justement quand on a découvert Blades in the Dark, tout frais sorti du Kickstarter, et qui a tellement changé depuis ce temps-là. Il y a des choses que j'avais l'impression qu'il y avait des choses que j'avais à désapprendre de Donjons et Dragons pour être capable de jouer de façon correcte à ce jeu-là. Même aujourd'hui, je suis pas sûr que je joue encore à 100% de façon correcte ou du moins tel qu'entendu. Juste par exemple, l'initiative, il n'y a pas d'initiative dans les Forges in the Dark. Y a pas un jet pour dire qui commence ou quoi que ce soit. On y va juste avec la narration, avec ce qui se passe, avec l'intention des joueurs. Puis si c'est un jeu comme ça, c'est ton premier jeu ou c'est dans tes premiers jeux, on dirait que ça passe bien. C'est facile à apprendre à des nouveaux joueurs. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans de Donjons et Dragons auparavant, c'est un conseil qui peut être un peu difficile. Autre commentaire que je dirais là-dessus, puis là, je reviens un peu à quelque chose que tu as dit durant ta critique du jeu, Alex. Définitivement, les Wicked Ones est un jeu narratif, même s'il y a des mécaniques intenses. Les Forging the Dark, avec leur aspect de la fiction d'abord, comment ça fonctionne, c'est qu'on passe de la fiction à la mécanique. On est d'abord dans la fiction, on dit qu'est-ce qu'on fait, et quand on a besoin des mécaniques pour continuer la fiction, c'est là on prend un break, on rentre dans les mécaniques, là ça devient comme plus board game, plus ludique. On ajoute, on calcule nos dés, on prend des bonus, etc. On roule les dés, et là, avec le résultat des dés, on retourne dans la fiction pour interpréter les résultats. C'est ça un peu que le jeu essaie de faire en disant que c'est fiction d'abord. Peu importe la grosseur des mécaniques derrière, ça aurait pu être des mécaniques super simples, ça peut être des mécaniques compliquées. Cette espèce de switch-là, de changement-là, comme une espèce de dauphin qui vogue dans l'eau. À l'intérieur de l'eau, t'es dans t'es dans le freeform, tu roleplay, tu fais ta scène, tu fais tes actions. Mais là, à un moment donné, il faut que tu ressortes prendre de l'air pour que le jeu bouge et avance. Je suis quand même d'accord avec vous, sauf que pour moi, c'est quand même deux éléments différents. L'axe gamiste versus narratif, puis par exemple, fiction d'abord et mécanique d'abord.
Pour moi, gamist, ça veut dire surtout que c'est un jeu qui va être centré sur des mécaniques, sur beaucoup de mécaniques, beaucoup de roulés de dés, beaucoup de mécaniques qui vont s'interposer pour expliquer comment que les situations se résoudent et ainsi de suite. Puis narratif, ça va être un jeu qui va être beaucoup plus narratif. Donc, on va avoir beaucoup plus de descriptions, des discussions, des éléments comme ça. Puis, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de mécaniques qui vont supporter ça. Si je regarde Wicked Ones, pour moi, c'est un jeu qui est très, très, très gamiste. Il y a beaucoup de mécaniques. Et oui, la fiction est importante, ça c'est clair. On l'a dit, c'est un jeu qui est fiction d'abord. Les mécaniques sont le résultat de la fiction. Mais je ne pense pas que c'est un jeu narratif. Puis ça, c'est probablement comme on l'a mentionné, de mon historique de jeu. Si je prends des jeux comme, mettons, Fall of Magic, qui est un jeu qui est vraiment uniquement narratif ou presque, qui n'a pas de mécanique de jeu ou presque, pour moi, ça, c'est narratif. Maintenant, fiction d'abord, mécanique d'abord, c'est clairement un jeu qui est fiction d'abord parce qu'il dit, et c'est très clair dans la description du livre, la fiction doit résulter en des mécaniques et non l'inverse. Quoique les mécaniques vont souvent pousser des fictions ou vont te pousser à devoir choisir des fictions, là, mais ça serait un peu mon avis. Alex, toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai juste une petite affaire que je suis pas certain avec ton point. Dans le fond, c'est juste, je suis d'accord que c'est fiction d'abord, il y a un gros aspect gamiste, je suis très d'accord. Le seul point que moi me fait dire que c'est plus narratif, c'est que le résultat de la mécanique des résolutions est quelque chose qui est pratiquement euh, que narratif. C'est les joueurs et le maître de jeu en discutent pour établir qu'est-ce que ce jet de dés-là veut dire. C'est pas je jette les dés, je consulte une table, prends 3 points de dégâts. C'est OK, ben, si tu as une réussite critique, tu viens de battre le bataillon ennemi. Si tu as un résultat mixte, il y en a un qui réussit à s'échapper pour aller appeler à l'aide. C'est un échec total. Ton bataillon te fait pétiner et tu perds ton arme. Mais tu sais, c'est pas, il n'y a pas une table pour dire ça. C'est juste, c'est quelque chose qui est décidé autant par les joueurs que par le maître du jeu. Et par les dés. Ben, c'est les dés qui vont établir laquelle de ces possibilités-là est arrivée. Mais c'est les joueurs et le maître de jeu qui vont avoir établi c'est quoi les conséquences possibles. Les dés font juste dire c'est laquelle. Ouais, effectivement. C'est un bon point. Oui, je pense que l'éventail de conséquences est beaucoup plus intéressant et narratif que pourrait l'être, par exemple, un Pathfinder, comme tu le mentionnais, où est-ce que si t'es dans un combat puis que tu te fais toucher par un coup d'épée, il n'y a pas beaucoup d'autres options que de perdre des points de À vie. moins que tu aies une habilité spéciale ou quelque chose du genre, mais Ouais, ouais, exact, mais je veux dire, c'est ça la mécanique de jeu, là. Tu vas perdre des points de vie, puis c'est ça qui va arriver. Tandis que là, le maître du jeu va te dire, OK, tu as une conséquence, c'était une situation qui était risquée, donc la conséquence va... évidemment, on a dit que c'était risqué parce que le gars devant toi, c'est un bon combattant, il est capable de se battre contre toi, mais vous étiez sur un pied d'égalité. Je pense que là, la conséquence, ça devrait être que tu perds ton arme parce qu'il réussit à te désarmer ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est vraiment une discussion. Puis le jeu est très clair aussi sur le fait que ben, si on n'est pas d'accord, ben, juste qu'on clarifie c'est quoi la situation. Est-ce que tout le monde devrait s'attendre à la conséquence qui arrive? Tout le monde doit se dire, ben oui, ça a du sens, c'est de ça que résulte la fiction. De cet aspect-là, je suis d'accord que ça a une certaine forme de narratif, mais pour moi, Wicked Ones est encore du côté gamiste. Mais mettons que si on parle d'un spectrum très très large, il est probablement plus proche de narratif que l'est par exemple Donjon Dragon ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il est encore du côté gamiste. Vous parlez Weekend Ones, même si je pense que ça s'applique à beaucoup de Forge in the Dark. Justement, il est un excellent mélange justement de narration et de mécanique. Comme que tu le dis, quand on donne des conséquences d'un jet, on y va avec la fiction, avec ce qui se passe. On a un éventail de choix que le maître de jeu et joueurs vont choisir en fonction de la discussion et de ce qui se passe et un peu du résultat des dés aussi.
mais ces conséquences-là ont des résultats mécaniques. Ton succès va cocher va faire avancer de 2 fois l'horloge de la mission. Le fait que tu as manqué va faire avancer l'horloge de l'alerte des gardes alors qu'on essaie de ne pas attirer l'attention. Mon jeu va être blessé, ce qui va faire que ils vont cacher des choses sur ma feuille qui vont me donner des pénalités. Bon, j'ai manqué mon coup. Il y a des gardes qui arrivent dans le chemin que je dois m'occuper. Les conséquences, même si ils découlent de la fiction, ont quand même des mécaniques après ça à battre. Ça, ouais, c'est vraiment les deux. C'est au croisement de la narration puis du gamiste. Là, ça répond pas à la question d'Alex. Comment qu'on clarifie puis qu'on dit ceci est un jeu comme ça? OK. Bon, j'ai une mauvaise expérience au cégep en littérature à essayer d'expliquer exactement c'est quoi un roman, c'est quoi un poème. Particulièrement ces deux-là qui étaient un peu plus rushants. À chaque fois que parce qu'à la fin de la session, le prof nous demandait tout le temps cette question-là, c'est quoi un roman selon vous, c'est quoi un poème selon vous? Et peu importe la définition qu'on essayait de donner, il y avait tout le temps une exception. Il y avait tout le temps quelque chose de pareil. Une pièce de théâtre aussi, ça faisait ça. Il existe tout le temps des exceptions ou des choses qui font pas des ouvrages qui font pas ça exactement comme les autres, mais qui sont quand même classés comme des romans, des poèmes, des pièces de théâtre. On peut donner des définitions à un jeu gamiste, un jeu narratif, comme qu'on donne une définition à c'est quoi un Forge in the Dark, puis c'est quoi un Power by Apocalypse, par exemple. Mais même ça, ou même la question, genre, Max, est-ce que Blades in the Dark est un Power by Apocalypse? On n'a pas la même réponse, nous deux. La réponse est oui, là, mais. Oui, la réponse est oui, mais toi, t'argumentes qu'il l'est pas tant. Bon, moi, j'argumente sur la sémantique, toi, t'argumentes sur les mécaniques. Bref, Ouais, exact. je suis pas sûr quand on parle d'ouvrage, surtout en créativité, comme ça, est-ce qu'on peut vraiment donner une définition qui va être à 100% incontournable, qui aura jamais d'exception? Chaque fois qu'il y a tellement de jeux de rôle qui sortent et tout le monde veut faire le truc qui va être différent, le truc qui sera pas pareil. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites ça. Des fois, je suis un peu tanné d'avoir encore un clone de Donjons et Dragons ou des choses comme ça, là. Ah, c'est de moins en moins pire, ça. Il y en a beaucoup des bons jeux maintenant. D'ailleurs, c'est le but du podcast. J'avoue vraiment dans les 3 dernières années, exemple, ça s'est selon moi amélioré, mais bon, là, je fais un peu d'élitiste, je m'excuse. Avec tous les jeux qui sortent, les gens essaient tout le temps de soit créer des nouvelles normes ou de briser les normes actuelles qu'il y a. Puis c'est correct, mais ça va faire que donner une définition, c'est difficile. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, j'aurais jamais pensé à jouer avec un jeu de rôle silencieux, où est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de toute l'heure et demie. Mais pourtant, c'est ce que a fait Alice is Missing. Un jeu silencieux qui se joue exclusivement par message texte. C'était assez intéressant. C'est très difficile de donner un terme précis à autant d'ouvrages ou à autant de succès. Mais ça reste que pour moi, Wicked Ones est un jeu gamiste et a une mécanique. Et j'adore les jeux gamistes, là, on va se le dire. Mais pour moi, il y a une importance capitale à ces mécaniques. Pour répondre à la question originale qui est de tu veux convaincre quelqu'un de faire une partie de ça, tu as 2 phrases pour lui décrire c'est quoi le système. J'y parle pas de gamiste. Tu sais, moi, je verrais ça comme c'est un. De mon point de vue personnel, c'est un jeu qui est fiction en premier, très gamiste et axé sur le thème plus que tout. Ça serait mon petit tagline que je dirais pour essayer d'accrocher quelqu'un. Ben, je pense que l'aspect aussi un petit peu jeu de table, là, où est-ce qu'on va gérer un donjon, il y a quand même, tu sais, il y a de gestion de ressources, puis ces affaires-là est très important. Comment je le mentionnerais? Je pense littéralement gestion de ressources. Ça a une importance assez capitale dans les mécaniques de ce jeu-là. On gère notre stress, nos équipements, notre art, les différents pièges et monstres qu'on a dans le donjon, et ainsi de suite.
Pour ma part, je dirais, hey, c'est un jeu où c'est qu'on joue des monstres dans un donjon. Inquiète-toi pas des règles, c'est le fun. Ça peut le faire aussi. Donc, une fois qu'on a réussi à attirer des gens et à leur expliquer c'est quoi le jeu, ben, ça va être autour du meneur de jeu de s'occuper de qu'est-ce qu'il y a. Et justement, Wicked Ones a une immense section sur les rôles du meneur de jeu ou du maître de jeu. Et je pense que Max avait voulu nous en parler un peu plus. Oui, effectivement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de jeux qui maintenant vont parler justement de c'est quoi le rôle du maître du jeu, c'est quoi les attentes, c'est quoi ces affaires-là. Souvent, on utilisait le terme de principe ou ouais, c'est ça, les principes du maître du jeu. Euh, Généralement, c'est quelques phrases qui sont lancées à la fin d'un livre où il va y avoir quelques explications un peu comment faire une partie ou ce genre de choses-là. Mais j'ai beaucoup aimé dans Wicked Ones qu'il soit vraiment très détaillé sur des conseils, des petites phrases catchy qu'on va se souvenir, mais qui vont nous permettre après ça de dire, OK, bon, voici mon rôle de maître du jeu dans cette histoire-là, comment je l'attaque. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup cette section-là. Puis, étant donné que je suis souvent maître du jeu aussi, j'essaie de m'approprier ça. Puis au moins, avec ça, j'ai vraiment un sentiment de comprendre c'est quoi mon rôle, là. Je peux peut-être vous en lire quelques-unes juste pour qu'on se mette un peu dans l'esprit qui est mentionné. Fait que, la manière qu'il présente ça, c'est toujours avec un grand titre puis plusieurs petites sections, dont les gros titres sont représenter le monde honnêtement. Je pense que le honnêtement est une des choses les plus intéressantes de cette phrase-là. Parce que représenter le monde, je pense qu'on a tous pris pour acquis que ça allait être là. Mais honnêtement, ça veut dire d'être franc avec les joueurs, de bien leur décrire voici ce qu'est le monde, puis voici ce que vous pouvez en attendre. Puis il y a des conséquences à ce monde-là. Vous pouvez pas dire que vous y attendiez pas parce que c'est comme ça que le monde est fait, puis c'est comme ça que je vous le décris depuis le début. Garder le donjon en focus, donner aux joueurs des choix intéressants, mais faire que le monde soit dangereux. Donc ça vient un peu avec la thématique puis avec le ton de cette partie-là. Garder un bon flot d'informations entre les joueurs, entre le maître du jeu, s'assurer que les détails soient bien donnés, puis qu'il y ait du changement aussi dans ce monde-là. Soyez un bon directeur de l'action, donc assurez-vous que tout le monde ait son moment de gloire, assurez-vous que la caméra passe d'un joueur à un autre, même s'il y en a un qui est plus silencieux, puis assurez-vous qu'il y ait de l'action, ça aussi c'est intéressant. Utiliser les invasions de donjons efficacement. Donc, pas faire que l'invasion du donjon était sans intérêt ou sans répercussion. Assurez-vous que ça soit quelque chose qui va être important pour les joueurs puis qui va être une étoile de cette partie-là. Puis soyez un juste arbitre des règles. Ça, je pense que c'est important. Puis ça vient aussi contredire souvent une règle qu'on entend qui est si vous n'aimez pas les règles, utilisez-les pas. Je pense que là, dans ce cas-ci, les règles ont été faites pour être justes, pour être bonnes. Soyez sûr de bien les appliquer. Mais si vous ne le savez pas, prenez une décision, puis revenez-y plus tard, puis arrêtez pas l'histoire. Fait que ça, c'est les principes. Là, je suis allé vraiment en large. Là. Pour chacune de ces affaires-là, il y a une page complète d'informations, de conseils, d'éléments. Soyez curieux à propos des personnages. Euh, infliger des actions des conséquences immédiatement après l'action, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Pour vous, est-ce que c'est important, parce que vous êtes tous deux maîtres du jeu assez souvent, est-ce que c'est important les directions que peut apporter un livre? La section maître du jeu, est-ce que vous la lisez? Personnellement, oui, je la lis au complet. Et dépendamment de c'est quoi le système et d'à quel point est-ce que le système est pointu, a une attention particulière sur un sujet, je peux en prendre et en laisser. Plus le système est générique, plus qu'il s'adapte à plein de choses,
Normalement, moins que cette section-là a d'intérêt. Mais pour un jeu qui se préoccupe seulement de faire une chose et de bien la faire, cette section-là est, selon moi, très importante et permet de non seulement aider le maître de jeu à bien se situer, mais de l'aider aussi à situer les joueurs au sein de qu'est-ce que cette partie-là va être. Je pense que dans le cas de Wicked Ones, c'était absolument important d'en avoir une. Et d'en avoir une aussi détaillée que ça, c'est tout à leur honneur. Et toi, Simon? J'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais commencer par dire que je suis par contre entièrement d'accord que la partie maître de jeu est super bien faite. Et ce concept-là de principe qu'on va se développer beaucoup dans les Forces in the Dark et un peu avant aussi les Power by Apocalypse, où c'est qu'il y a des principes, des agendas pour le maître de jeu. C'est, selon moi, un des meilleurs outils pour le maître de jeu. Honnêtement, presque toute game confondue, là. Malgré que dans chaque livre qui utilise c'est des principes comme ça, ils vont être teintés à la saveur du jeu. Il y a là-dedans beaucoup juste des excellentes pratiques à mener une partie. Max, tu l'as pas nommé dans tes exemples, mais en général, on trouve être un fan des joueurs ou être un fan des personnages. Effectivement. Il y a des fois des variantes entre joueurs et personnages, dépendamment c'est quoi le type de jeu. Mais cette règle-là qui vient briser, j'en ai parlé tantôt, la notion de le maître de jeu a toujours raison, c'est les joueurs contre le maître de jeu. On est complètement à l'inverse de ça avec les principes. Malgré que je suis en train de prêcher quelle fois que je les aime, c'est honnêtement la partie que je lis le moins dans un livre quand même. Parce que je ne vais juste pas en fait dans les détails, les grandes lignes m'ont décrit l'univers honnêtement, par exemple. Ça, je vais le retenir, je ne vais pas le retenir comme l'explication de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça, je me fie un peu plus à mon expérience, mais les agendas, principes, comme ça, quand que je fais une partie, j'ai tendance à me les. Malgré que à ça, je fais tout sur un ordinateur, je me les imprime sur une feuille. Puis quand que je sais soit pas quoi faire ou que j'ai besoin d'inspiration ou quoi que ce soit, je jette un œil là-dessus pour me rappeler qu'est-ce que je dois garder en tête, qu'est-ce que je dois continuer de faire ou dans quelle direction le jeu veut m'apporter. Dans le cas où c'est que c'est des principes qui sont plus à la saveur du jeu. Ouais, ben, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi il est quand même très bien conçu dans ce livre-là. Ça, on voit vraiment les grandes lignes en haut, là, celles que j'ai mentionnées. Puis après ça, en gras, on a par exemple Keep the game moving. Donc, garder la partie en mouvement. Mais vraiment en gras, bien identifié. Voici les grandes lignes, les lignes un petit peu plus détaillées, donc les conseils, on va appeler ça comme ça. Puis après ça, il y a une explication qui est un peu plus détaillée. Mais c'est facile de passer, c'est facile de dire, OK, bon, voici ce que je devrais m'attendre. Fait que, tu sais, on arrive souvent à la partie maître de jeu après avoir lu presque tout le livre. Puis là, ben, veut pas, on a hâte de jouer. On veut peut-être passer à autre chose, on veut jouer. Fait qu'on les lit en diagonale très souvent. Surtout qu'il n'y a pas de règles dedans, c'est juste des conseils. Ouais, mais des conseils que je pense qui sont importants et peut-être sous-estimés assez souvent. Est-ce que vous avez peut-être été mis devant un jeu à un moment donné ou est-ce que vous avez eu l'occasion à un moment donné d'arriver puis de dire OK, j'ai aucune idée qu'est-ce que je dois faire. Le, le jeu ou la campagne ou on va dire peut-être l'aventure, elle me dit aucunement c'est quoi mon but, c'est quoi mon rôle en tant que maître du jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est déjà arrivé dans ce genre-là, Alex? Oui, dans mes débuts, que je savais pas qu'il existait des modules préfaits. Je savais seulement que j'avais des livres de règles, je savais seulement que ça s'appelait Donjon Dragon et que ça avait l'air très cool. Et je voulais essayer ça. Ben, justement, j'avais même pas en fait, la connaissance qu'il existait le livre du maître. Donc, j'y suis allé à froid sans rien. J'ai au moins eu la chance que les joueurs que j'avais, c'était des personnes dans la même situation que moi, qui n'avaient jamais joué, qui n'avaient jamais été exposées à ça d'aucune manière que d'avoir compulsivement lu les livres parce que ça va l'air cool. Ça a eu lieu une game qui était vraiment, vraiment très étrange.
qu'il n'y avait pas vraiment de direction, où les personnages n'avaient pas vraiment d'attachement à quoi que ce soit. Mais en même temps, ça m'a permis de voir justement une partie sans direction, c'est de quoi ça a de l'air. Et avec l'avènement de l'Internet accessible, je dis accessible parce que ça bloquait plus les réseaux téléphoniques, que j'ai pu voir des communautés en ligne qui sont maintenant pour même des jeux qui ont comme Donjon Dragon, c'était mon premier, qui n'avaient pas de bonnes sections comme ça, qui étaient ou qui étaient cachées dans un autre livre à part qui est totalement optionnel. Ben, maintenant, il y a des communautés en ligne qui peuvent permettre d'avoir ce genre d'informations, ce genre de retour de la part de la communauté pour voir qu'est-ce qui peut marcher de même. Par contre, pour des jeux qui sont moins connus, pour des jeux qui sont pas publiés par des énormes compagnies, d'avoir cette information-là directement dans le livre. Si, par exemple, j'avais commencé avec un Forged in the Dark ou directement avec Wicked Ones, cette section-là, je l'aurais lu, relu et relu et relu. Pour quelqu'un qui, si je me remets dans la peau de moi, qui n'avait pas jamais joué et qui voulait juste commencer à quelque part, cette section-là, je m'y serais rattaché, je l'aurais quasiment eu tatoué, là. Justement parce que quand tu commences à faire le maître de jeu, t'as aucune idée qu'est-ce que tu fais. D'avoir cette liste-là, ça permet à quelqu'un qui a moins d'expérience de s'y rattacher et de justement éviter le syndrome du on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe et personne n'a de fun vraiment parce qu'on est trop confus pour comprendre qu'est-ce qu'on est censé faire. Je pense que c'est un bon point que tu as apporté par rapport aux communautés en ligne, les nouvelles ressources qu'on a. Pas toujours facile, c'est pas encore un milieu qu'il y en a partout, mais on a de plus en plus accès à des podcasts, à des vidéos, du YouTube, des blogs, des conversations en ligne pour ça. Puis je pense que c'est important de s'instruire un peu si on veut améliorer son jeu, améliorer son être meilleur maître du jeu, à donner des expériences qui sont différentes pour les joueurs. Oui, donc on est à la fin de notre discussion. Mon Maxime, est-ce que tu auras une dernière chose à dire sur le jeu? Est-ce que ton avis a changé sur le jeu par la suite de la discussion? Changer de nom, je veux dire, j'avais déjà très hâte d'y jouer. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis j'ai été bien content de le relire au complet. Euh, après les changements de fin de Kickstarter qui ont été faits. Euh, non, honnêtement, j'ai bien hâte d'y rejouer. Puis bon, définitivement, Alex, il va falloir que tu fasses un Forge in the Dark, puis que tu fasses pas juste starter la partie, puis l'abandonner avant de commencer à jouer. Toi, Alex, as-tu quelque chose à dire? Est-ce que ton avis a changé? Ah, ben, je veux dire que la création de personnages est très amusante, mais je veux dire, j'aime en général les créations de personnages, fait que c'est mon petit dada à moi. Mais mon avis a un peu changé, du sens que, oui, moi je considérais que le focus était principalement sur la narration, mais c'est vrai que les règles s'insèrent très fréquemment et selon un rythme soutenu. En fait, c'est principalement comme, je verrais ça un petit peu comme de la ponctuation dans les phrases. Tu peux pas faire ta phrase sans ponctuation. C'est pas ça que tu vas nécessairement retenir, mais c'est définitivement ça qui donne sa structure au texte. Donc oui, je suis parfaitement d'accord que l'aspect gamiste est très important, même si personnellement, c'est pas ce que j'en retiens. Mais oui, il est absolument là, il est absolument vital pour le bon fonctionnement du jeu tel qu'il est. Et oui, je veux faire une partie de ça éventuellement, même si c'est purement par curiosité pour voir en action ce cycle-là de narration règle, qui est aussi ponctué que ça, aussi déterminé à l'avance que ça, à quel point est-ce que ça, ça apporte le rythme au jeu. Moi, pour ma part,
Non, mon avis n'a pas changé, à part que ça m'a encore plus donné le goût de faire une partie, mais bon, je vais toujours faire des parties de plein de jeux. Mon, en particulier, mon des Forges in the Dark, c'est tout, c'est tout le temps quelque chose qui me plaît à faire, mais Wicked Ones en particulier a de l'air extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Alex, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Vraiment, j'adore ce format et je suis prêt à revenir si jamais vous avez besoin de moi. Surtout si je peux venir parler des prochains développements. J'espère avoir de quoi éventuellement présenter pour mon système maison. Je serais curieux de voir qu'est-ce que vous en penseriez. Bon, merci à toi, Maxime. Merci à vous deux, messieurs. Ce fut un grand plaisir, comme d'habitude. Et merci surtout à vous, auditeurs et auditrices. Je vous souhaite de passer une bonne journée et bon rôle.